Ce soir, à Format 30, M. Michel Foucault, philosophe, professeur au Collège de France, auteur entre autres de l'Histoire de la folie, aussi de Les mots et les choses. On a dit de lui, en souriant, qu'il était le pape du structuralisme. On a dit aussi de lui, mais plus sérieusement cette fois, qu'il était un philosophe qui dérangerait encore plus que le Jean-Paul Sartre des années d'après-guerre. Oui, vous savez, bien sûr... on dit beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses. Je pense en effet que le rôle d'un philosophe, c'est de déranger. Mais on ne dérange jamais assez. Enfin, en tout cas, j'ai conscience d'avoir dérangé bien peu et bien moins que je n'aurais voulu. Quant à être pape du structuralisme, je ne suis malheureusement pas structuraliste. Et heureusement, je ne suis pas pape. Vous êtes malheureux. Eh bien, maintenant on va parler de Michel Foucault avec Jean Daniel. Donc Michel Foucault qui est mort cette semaine à l'âge de 58 ans. La mort de Michel Foucault, le philosophe et historien français qui était professeur au Collège de France, est mort aujourd'hui dans un hôpital parisien. C'était une personnalité de premier plan qui disparaît ainsi, un penseur non conformiste à qui l'on doit des pages tout à la fois troublantes et magnifiques. Foucault avait cette capacité rare de transformer le regard des gens sur les choses. La justice est au service de la police. Sur eux-mêmes. Partout où nous sommes opprimés, réprimés, blessés, il faut là opposer à l'exercice du pouvoir le droit à la révolte. Tout au long de son œuvre, Michel Foucault a patiemment déconstruit les discours et les institutions qui façonnent nos manières de penser et d'agir. Une pensée révolutionnaire et émancipatrice, tournée vers les exclus et les marges que la société produit. Quand Clavel dit que c'est le premier philosophe depuis Kant, quand Deleuze dit que c'est le premier homme important depuis Marx, moi je les crois sur parole. Et en même temps, on peut dire qu'il a fini sa vie comme d'autres la commencent, c'est-à-dire qu'il était devenu, depuis 68-69, un militant gauchiste, pétitionnaire, défilant dans la rue, etc. Et alors on pouvait penser qu'il avait été un jeune homme turbulent. Or pas du tout, quand on... Paul-Michel Foucault naît le 15 septembre 1926 à Poitiers. Son père, chirurgien, le destine à des études de médecine, mais le jeune Foucault est attiré par l'histoire. Élève brillant et solitaire, sa scolarité est marquée par l'occupation allemande et la sévérité religieuse des institutions dans lesquelles il est placé. J'ai passé au fond, je crois, mon enfance dans un univers extraordinairement silencieux. Dans un univers dans une famille, en tout cas dans un milieu où le langage, le discours, la parole était barrée. Elle était barrée, si vous voulez, du côté de la confidence, du propos intime, de la confession. Et vous vous êtes révolté contre ce monde. Bon, révolté, c'est beaucoup dire, je l'ai fait doucement, insidieusement. Je suis intimide. Non, je n'ai pas fait ma médecine, justement, ça a été le drame, c'est beaucoup dire, mais le petit clash avec les parents. À l'âge de 18 ans, bien décidé à ne pas suivre la voie tracée par son père, il s'inscrit en classe préparatoire et se passionne pour la philosophie. Après un premier échec au concours d'entrée, il est finalement admis en 1946 à l'École normale supérieure. Depuis sa fondation par la Convention en 1794, la célèbre école de la rue d'Ulm n'a cessé d'être une pépinière d'hommes illustres. On pourrait dire d'elle qu'elle mène à tout, à condition d'y entrer. Les normaliens apprennent à respecter les idées des autres parce que toute leur journée, du matin au soir, et quelquefois du soir au matin, ils discutent avec d'autres et ils apprennent à apprécier les idées des autres. Au fond, normal, c'est une école de tolérance et de libéralisme. Une école de tolérance dans laquelle Foucault peine à trouver sa place. Quand il est à normale supérieure, il est même assez détesté de ses conditions. Oui, sardonique. Oui, il est presque unanimement détesté, sauf de quelques personnes avec qui il a des amitiés passionnées. Il était très
très isolé, très sarcastique. Et pourquoi? Je crois qu'il était très mal dans sa peau. Enfin. À l'école normale, c'est vrai que son homosexualité a certainement été perçue avec des sarcasmes, des trucs. Et il y avait Polichinelle. Paul Michel, c'était devenu un peu, quelquefois, Polichinelle. Ça l'agaçait beaucoup. Le jeune Foucault vit très mal sa différence. Il souffre de dépression grave et craint d'être fou. Un soir de 1948, un professeur le retrouve dans une salle de classe, étendu sur une table, la poitrine lacérée au rasoir. Une tentative de suicide qui lui vaut d'être interné plusieurs semaines à l'hôpital Sainte-Anne. Je crois que dans les années 45-50, il devait être très difficile de vivre son homosexualité. Foucault a vécu ça dans la honte, dans la faute, dans le drame, et les tentatives de suicide, la tentative de suicide, en tout cas le médecin de l'école normale me l'a expliqué comme ça, sans vouloir me donner de détails puisqu'il y a le secret médical, mais enfin c'est l'explication qu'il donne. Foucault voit naître en lui les intuitions et questionnements qui guideront son œuvre. Quelle est donc cette société qui opprime, divise, catégorise les individus normaux et déviants? Quels sont ses fondements? Et d'ailleurs, qu'est-ce que la normalité? Je voudrais vous demander ce que ça représente pour vous un homosexuel. Je ne m'occupe pas de ça. Et comment mon fils est normal, il est bien constitué, physiquement, il travaille normalement et il est homosexuel. Un homosexuel. Un charlégan. Non. Vous n'êtes pas d'accord du tout. Non, du tout. J'étais pas pensé que c'était un monstre, que c'était quelque chose d'épouvantable, que c'était un vice. Vous vivez votre homosexualité comme une malédiction? C'est un très grand choc. Vraiment un très grand choc parce que je me suis vu malade, très gravement malade. Qu'est-ce qu'il faut leur faire à ces gens-là? Avec une équipe qui a fait leur bazar, je ne sais pas. Tout à fait en marge. Disons que je suis une voie sans issue, une impasse, une sorte de clapier. J'entre dans un ghetto où il y a une porte d'entrée mais pas de sortie d'artiste. Agrégé en 1951, Foucault entame une carrière tournée dans un premier temps vers la psychologie et l'étude de la maladie mentale. Il travaille 5 ans durant au contact des malades de Fresnes et de Sainte-Anne, qu'il avait lui-même fréquenté comme patient. In Fred's case, insulin shock is prescribed, a common treatment for schizophrenia. Electroshock therapy may be recommended for other disorders. Comme dans un geste de fuite, Foucault s'exile. Après un détour par l'Allemagne et la Suède, il arrive en 1958 en Pologne. Dans un pays encore ravagé par le stalinisme, Foucault se lie d'amitié avec des membres de la communauté gay locale et fait la connaissance d'un certain Jurek. Un soir de juin 1959, alors que le philosophe et son ami sont à l'hôtel, la police force la porte de la chambre. Foucault est expulsé manu militari de Pologne, sur ordre des plus hautes autorités. Jurek était en fait un informateur, poussé dans les bras de Foucault par la police secrète communiste, qui s'inquiétait de ses écrits et cherchait à discréditer l'intellectuel. Il est par essence contre les pouvoirs. Contre tous les pouvoirs. Vous ne pouvez pas être bien avec le pouvoir. Aucun pouvoir, c'est pas possible. Il ne peut pas. Il a été, au fond, à la recherche de tous les points de rupture d'une société. Il n'était bien que dans les limites, dans les frontières, dans ce qui faisait les charnières. Foucault parachève à cette époque le manuscrit de sa thèse de doctorat, Histoire de la folie à l'âge classique. J'ai écrit à ce moment-là l'histoire de la folie, c'est-à-dire l'histoire de cette curieuse maladie, de ce curieux partage dans notre civilisation entre le discours rationnel qui est en quelque sorte reconnu, validé, institutionnalisé dans notre société, et puis ce discours du dehors, ce discours perdu, ce discours maudit qui est celui de la folie. Foucault y questionne la figure de l'autre, l'anormal, le déviant, assimilé par la société à un ennemi à exclure. Les fous jusqu'au XVIIe ou au XVIIIe siècle, ils étaient fort mal distingués. On n'avait pas besoin de les distinguer d'un certain nombre d'autres déviants, comme les oisifs, comme les vagabonds,
comme les gens à idées religieuses non conformes. On trouve dans la littérature du XVIe siècle beaucoup d'allusions à ces personnages de fous qui distrayaient le public. Il y en avait même qui étaient célèbres, il y en avait qui écrivaient des livres. À partir de 1650, on peut dire, je crois, que la folie et la raison sont séparées dans les choses, sont séparés dans les hommes. Les hommes qui sont fous n'ont plus le droit de faire partie de la société. À partir de ce moment-là, la folie n'apparaît plus que comme une chose dont la raison va pouvoir s'emparer et sur laquelle la raison pourra spéculer comme sur un objet scientifique. Et la psychiatrie devient possible. En étudiant l'histoire de la psychiatrie et des asiles dans la société occidentale, Foucault découvre que le savoir, avec un grand S, s'est constitué au fil des siècles comme un outil de pouvoir et d'assujettissement, et laisse derrière lui l'idée que la connaissance est aussi un instrument d'oppression. J'ai connu ce que c'était qu'un asile, j'ai entendu ces voix-là, et j'ai été, je crois, comme quiconque, bouleversé par ces voix. C'est à partir de l'asile que m'est apparu un espèce de problème qui n'a pas cessé de me hanter, qui est, si vous voulez, le problème du pouvoir. Connaître et assujettir, savoir et commander, ce sont des choses qui sont intimement liées, et si vous voulez, je l'ai découvert à l'état pur dans l'asile. En 1966, Foucault s'installe en Tunisie. La parution des mots et les choses vient de le placer dans le champ des philosophes qui comptent, et l'oppose à la grande figure de l'époque, Jean-Paul Sartre. Dans la bibliothèque des sciences humaines chez Gallimard, Les mots et les choses par M. Michel Foucault. Quelques mois plus tôt, la France le découvrait à la télévision sur la fréquence de l'ORTF. 20 ans après les atrocités de la guerre, alors que les grands intellectuels ne cessent de proclamer le caractère universel, millénaire et profondément humaniste de notre civilisation, un homme dégarni, un peu crispé pour sa première intervention télévisée, ose affirmer le contraire. Quelle idée de l'homme avez-vous? Eh bien, je crois que l'homme a été, sinon un mauvais rêve, sinon un cauchemar, du moins une figure très particulière, très déterminée, historiquement située à l'intérieur de notre culture. Vous voulez dire que c'est une invention? C'est une invention que l'homme. À rebours de l'existentialisme de Sartre, cette prise de position causera sa première grande controverse intellectuelle. Car il développe ici les prémices d'une vision singulière et émancipatrice de toute morale figée et toute idée d'absolu. Foucault dérange. C'est pas possible. Écoutez, voyons. L'art avec lequel est composé les mots et les choses, c'est à mon avis quelque chose qui devra encore être étudié hors de son contexte philosophique. Et en même temps, c'était une sorte de subversif insidieux. Le classicisme somptueux de sa langue, le caractère bénédictin de ses études montrait très peu le pouvoir subversif, perturbateur de sa pensée, parce qu'il a mis en cause pratiquement toutes les méthodes de pensée qu'il y avait auparavant. Question pour vérifier si j'ai bien compris. Je vois mal par conséquent comment une prise de conscience ou une attitude politique pourrait découler de votre attitude de travail. Bien sûr, c'est sans doute la question que l'on pose à toutes les formes de réflexion qui sont en train de détruire un mythe et qui n'ont pas encore reconstitué une nouvelle mythologie. Fort de ce premier succès, Foucault démarre une nouvelle vie sur les hauteurs de Sidi Bou Saïd. C'est à cette époque qu'il façonne une image devenue iconique. Quand je l'ai connu, il rentrait d'Allemagne. Alors, entre-temps, il avait vécu en Pologne, la Pologne de Gomulka. Ça ne doit pas encourager au dandysme. Et quand il est revenu de Hambourg, quand je l'ai rencontré, il avait adopté un peu les critères vestimentaires de l'université allemande. C'est-à-dire très sobre, très sombre. Et à l'allemande, il avait quelque chose qui m'a beaucoup gêné. Je lui ai fait
quand je suis devenu plus intime, supprimé, c'est qu'il avait, là où il avait des cheveux, il avait une mèche de cheveux qu'il entortillait avec une espèce de colle, je ne sais plus comment on appelait ça à l'époque, enfin un gel fixateur, pour que cette mèche couvre un peu le sommet de son crâne. Et naturellement, quand on le décoiffait, ce qui était un peu fatal dans notre relation, on voyait pendouiller cette mèche. C'est comme ça qu'on est arrivé progressivement au crâne rasé impeccable. L'année 68, c'est d'abord l'année du Vietnam. Aux États-Unis, le mouvement anti-guerre a démarré en Californie. À Berlin-Ouest, à la Nouvelle-Delhi, Tokyo, New York, Montevideo, Rio de Janeiro, Mexico, avec accompagnement de pavés, matraques, grenades pour faire pleurer. Pas un lieu sans débat, pas de sujet tabou, le vertige du tout est possible. Cette prise de conscience, eh bien, voilà ce qu'elle donne. Voilà ce je ne me retirerai pas. À 18h30, il y a 30 000 manifestants place d'enfer. Un grand nombre de travailleurs ayant décidé l'entrée en lutte sous la forme de grève générale illimitée avec occupation des usines. Beaucoup de gens étaient emprisonnés à partir de l'année 67 en Tunisie. Et en mars 68, dans le début des manifestations un peu disséminées dans le monde, il y a eu des manifestations en Tunisie pour libérer les gens emprisonnés depuis un an. Foucault s'est trouvé confronté à ces étudiants qui étaient pratiquement tous marxistes et qui ont été durement arrêtés dans l'université. Et je me rappelle dans ses lettres, il était admiratif du courage de ces étudiants, le fait qu'ils affrontaient une police cruelle et des emprisonnements très longs. Il y a eu un de ses meilleurs étudiants a été condamné à 14 ans de prison, il en a fait 13. Foucault, à ce moment-là, a demandé à ses étudiants est-ce que vous voulez que je rentre en France faire du bruit pour vous, ou est-ce que vous voulez que je reste et je vous finance parce qu'il avait un salaire assez confortable en Tunisie. Et ils ont dit, comme eux étaient ou boursiers ou assistants de fac, ils ont dit on préfère que vous restiez nous soutenir financièrement. Donc il a été plutôt discret publiquement, mais efficace concrètement. D'ailleurs, ces étudiants se réunissaient chez lui pour faire leurs tracts. La machine à taper les tracts et à les imprimer était cachée sous les pots de fleurs de la terrasse de Foucault. Lui, dans sa belle voiture, qui n'était pas soupçonnable de projet politique, il emmenait ses étudiants qui distribuaient les tracts la nuit, collaient les affiches, distribuaient les journaux, tout ça. Et la voiture n'était jamais soupçonnée par la police. Elle était trop belle pour de tels projets. L'expérience tunisienne transforme profondément Foucault. À ceux qui lui reprochent son absence sur les barricades parisiennes, il répond « Ce ne fut pas mai 68 en France, mais mars 68 dans un pays du tiers-monde. » Où ça va tout ça? Je ne sais pas du tout où ça va. Je sais simplement que ce qui s'est passé en Europe, et singulièrement en France, depuis quelques années, disons depuis 1968, m'a évidemment beaucoup frappé. Un des phénomènes importants de ces bouleversements récents, un des phénomènes importants, c'est tout de même ce qu'on peut appeler la prise de parole, non? De tout le monde, de toutes les couches sociales? De toutes les couches sociales, bien sûr. Le fait que tous ces gens, ces gens qui avaient été, depuis des générations et des générations, exclus non seulement du pouvoir politique, mais simplement du droit de parler, se sont, d'une part, redécouvert la possibilité de parler, et en redécouvrant la possibilité de parler, voilà qu'ils ont découvert que le pouvoir était en quelque sorte lié au droit à la parole.
En 1969, Foucault prend la direction du département de philosophie de l'Université de Vincennes. Pour nous, à Vincennes, le principal, c'est que les étudiants se lient avec les masses populaires, et particulièrement avec les masses ouvrières et les masses paysannes. Le campus est en ébullition permanente. Foucault y fait face pour la première fois au CRS, venu envahir la faculté. Lassé des querelles idéologiques, l'aventure ne durera que quelques mois mais sera essentielle. C'est là que s'invente le Foucault militant, celui des manifestations, des luttes et de la critique. On sait bien que l'université, d'une façon générale, tout le système scolaire, qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale et exclure des instruments du pouvoir toute une autre classe sociale. Et il me semble que la tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions apparemment les plus neutres et les plus indépendantes, de les critiquer, de l'attaquer de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en eux surgisse et pour qu'on puisse lutter contre elle. En 1970, Foucault connaît la consécration lors de son entrée au prestigieux Collège de France. Signe d'une hostilité particulièrement vive, sur 39 votants, 15 professeurs se prononcent contre sa nomination. La réputation sulfureuse du penseur fait naître bien des réticences, et dépasse désormais les cercles intellectuels. Michel Foucault, encore ce matin, devait venir ici ce soir, mais Michel Foucault n'est pas avec nous. Je voudrais vous demander pourquoi. S'il est absent, ce n'est pas parce qu'il ne désirait pas venir, bien au contraire. Il ne déteste pas l'émission, ouvrez les guillemets quand même. Du tout. Pas du tout. Bon, qu'est-ce qui est passé ? Il se trouve que sa signature figure au bas d'un texte qui a été produit par le comité d'information santé sur l'avortement et qu'il a été longuement interrogé par la police et il estime qu'il est sous menace d'inculpation immédiate. Bien, en conséquence, pour organiser leur défense rapidement, lui et ses médecins se réunissent en ce moment même et voilà pourquoi il n'est pas là. Bien, nous le regrettons beaucoup, mais donc nous allons parler ensemble de ce qui sourit, qui me tend de la main. Le 8 février 71, Foucault annonce, avec d'autres intellectuels, la création du groupe d'information sur les prisons. Le GIP était informel, enfin nous n'avions pas de statut légal, nous n'étions même pas une association, nous étions un groupe de fait. Et nous avions besoin d'une visibilité et d'une inscription dans l'espace public de la problématique du GIP, c'est-à-dire faire entrer la question des prisons dans l'espace politique. Des questionnaires sont proposés clandestinement à tous les détenus de France, afin de faire le voile sur cette région cachée de notre système social. Quand nous avons reçu de la prison de Toul le récit d'un garçon qui était enfermé 8 jours dans un mitard, sur une tôle, à nu sur une tôle avec un trou pour chier, on n'y a pas cru. On l'a publié, aucun journaliste n'a déclaré que c'était scandaleux, étonnant et tout ça. Il y avait une question de véracité. On ne croyait pas, et même les juges, et même les avocats, ne croyaient pas la parole des détenus. Oui, j'ai besoin d'un ami qui saurait m'écouter. Au nom du GRIP, je viens aujourd'hui pour attirer l'attention de l'opinion publique sur 2 points précis. La garde à vue dans les commissariats et les quartiers d'isolement en prison. Des témoignages effrayants parviennent au GRIP qui malheureusement n'a pas la possibilité de vérifier convenablement. Nous ignorons si les ceintures et lits de contention existent encore. Le détenu est attaché nuit et jour, baignant dans ses excréments. Et oui, chez nous, en France. Les prisons du monde sont alors sur le point de s'embraser.
et c'est lourd. En un an, 13 mutineries se sont succédées dans les prisons françaises. Dans la nuit, après Aix-en-Provence, ce fut principalement Lyon, Clairvaux, Les Baumettes, Toul, Nîmes, Amiens, Rouen, Fleury-Mérogis. We are people. We have hearts, we have souls. We eat, we talk, we have feelings. 50 prisonniers ont gagné les toits pour bombarder à coups de tuiles les forces de l'ordre chargées pour mater la raison. Good evening. The four-day insurrection at New York's Attica State Prison came to a tragic end this morning. Negotiations gave way to force, making this the bloodiest prison incident the country has seen in 4 decades. Aux États-Unis, la prison d'Attica se soulève et la réponse des forces de l'ordre entraîne la mort de 39 détenus. Foucault se rend peu de temps après sur les lieux et prend la mesure de l'enfermement dans la société occidentale. Alors que la France interdit l'accès à ses prisons, Foucault découvre à Attica les conditions de vie et les mauvais traitements infligés aux détenus. De retour en France, il multiplie les conférences de presse et manifestations pour dénoncer la répression et faire connaître à l'opinion publique les conditions de détention. Il n'hésite pas à interpeller violemment le ministre, qui en retour l'accuse de subversion, ni à affronter physiquement les forces de l'ordre. Que vous reste-t-il de Michel Foucault? Le souvenir d'une amitié, la lecture de textes que vous reprenez? Oui, c'est une amitié qui a duré très longtemps, puisqu'on s'est connus comme étudiants. Ensuite, on a fait des actions, dont l'une des plus mémorables était la conquête d'1 mètre carré de territoire à l'entrée du ministère de la Justice, où il a proclamé le fait que la voix des détenus, enfin, parlait dans l'enceinte du ministère de la Justice. C'était une idée un peu folle, comme toutes nos idées, à Michel Foucault et camarades et à moi. Vivre avec Foucault et le voir non seulement dans ses actions politiques, souvent très courageuses, physiquement courageuses, parce que lui, il fonce. Moi, je reste un peu en marge, mais il se met au contact direct des flics, et puis bon. Moi, j'ai l'impression que Michel Foucault, il a inventé une autre manière d'être un intellectuel dans le siècle. Il faut dire que c'est pas n'importe qui. Il faut dire que c'est un homme. Quand Clavel dit que c'est le premier philosophe depuis Kant, quand Deleuze dit que c'est le premier homme important depuis Marx, moi je l'y crois sur parole. Le succès est considérable. C'est le début d'une riche période d'activisme qui aboutira à ses réflexions les plus actuelles. Quelle est pour vous la fonction d'un juge dans notre société? À quoi servent-ils? À quoi ils servent? Si j'étais méchant, bon, je ne le suis pas, alors je le dirais tout de même, ils servent au fond à permettre à la police de fonctionner. En 1975, Foucault publie « Surveiller et punir », fruit d'une intense réflexion sur les origines du système carcéral. Comme à son habitude, il se plonge dans les archives. En 1757, Robert-François Damien tente d'assassiner Louis XV. Foucault fait le récit de son exécution. Aspergé de plomb en fusion, écartelé, démembré, le supplice de Damien dure plus de 2 heures et marque autant la foule présente que ses bourreaux. Trois quarts de siècle plus tard, nous voilà plongés dans le règlement de la maison des jeunes détenus de Paris. L'emploi du temps des détenus y est millimétré. Foucault interroge. Comment est-on passé des supplices en place publique aux institutions pénitentiaires, telles que nous les connaissons aujourd'hui ? Entre la fin du XVIe siècle et le début du XIXe, il s'est passé un phénomène important tout de même, c'est que l'homme a cessé d'être immédiatement dominé par les grandes menaces de la mort. Et alors c'est à partir de ce moment-là qu'il a fallu en quelque sorte
à la fois utiliser et mettre en question, essayer de problématiser l'homme en tant qu'il pouvait être disponible. D'où la question, qu'est-ce qu'on va en faire, comment appliquer cet individu à la croissance des forces productives, comment le discipliner, comment construire des grands corps politiques, etc. Et je crois qu'on a eu là toute une technologie de l'homme qui s'est développée. Pour Foucault, l'apparition des prisons et des asiles au XVIIIe siècle marque la naissance d'une société disciplinaire destinée à rendre les individus dociles et utiles, et dont le modèle irrigue la hiérarchie sociale. Ça a été cette espèce de situation d'examen général que la société industrielle, que la civilisation industrielle a imposée aux individus. Depuis le XIXe siècle, nous sommes perpétuellement en examen, en situation d'examen. À chaque instant, c'est l'examen, à chaque instant, c'est le niveau. À chaque instant, c'est le passeras-tu pas. Et alors, c'est cela qui a finalement fait proliférer d'abord toute une série d'institutions, de triage et d'exclusion, comme sont les écoles, comme sont les institutions d'éducation. Ce qui a fait proliférer aussi les institutions d'internement, d'enfermement, d'exclusion, comme les prisons, comme les hôpitaux psychiatriques, comme les centres de redressement, les bagnes, etc. Des sanctions furent prises. Elles n'ont pas empêché que le square Saint-Lambert, dans le 15e arrondissement à Paris, demeure le lieu de rencontre de toute une jeunesse turbulente, inquiète et comme repliée sur elle-même. Certes, les actes de violence ont cessé, mais il n'en reste pas moins que la présence de cette immense bande de jeunes, où se mêlent bons et moins bons, pose un grave problème. Il s'est passé au XVIIIe siècle quelque chose d'important, une invention pour laquelle on ne fait pas suffisamment mérite à ses inventeurs, il se trouve que c'est des Français. C'est la police. La police est une invention, enfin, sous la forme moderne, est une invention du XVIIIe siècle et de la monarchie administrative. Et en fait, la police a été, depuis le XVIIIe siècle, une espèce de formidable instance de régulation sociale, de surveillance perpétuelle, de correction incessante du comportement des gens. Une instance, non pas tellement de justice que de normalisation. Il ne s'agissait pas tellement de faire appliquer la loi que d'obtenir un comportement normal, conforme des individus. La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police, historiquement et de fait institutionnellement. Vous l'avez compris, le problème est grave. Le square Saint-Lambert n'est pas un cas isolé. Dans toute la France, dans tous les milieux, des jeunes, déséquilibrés par les conditions de la vie moderne, ont besoin qu'on les aide. Il faut agir et agir vite. People say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day older and deep. St. Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Foucault invite le lecteur au questionnement. Bonjour monsieur, police municipale. Pourquoi acceptons-nous si allègrement le statu quo? Pourquoi obéissons-nous si facilement à des formes de pouvoir toujours plus oppressantes? Foucault l'avait analysé remarquablement bien de mon point de vue, objectif, dans Surveiller et Punir, où il montrait que 20 ans après la mise en place du système pénitentiaire, on a constaté déjà l'échec des prisons. Qu'est-ce que c'est que l'échec des prisons? C'est-à-dire, c'est la récidive. C'est-à-dire, elles n'ont pas de fonction rééducative. Donc leur fonction, elle est ailleurs, elle est une fonction d'exclusion, de marginalisation. Foucault le montrait très bien. La justice, c'est un rapport de force, quoi. C'est-à-dire que c'est la façon dont les dominants, il dit quelque chose de très beau, je trouve. Quand ils passent une loi, ils définissent pas ce qui est légal et illégal, ils gèrent les illégalistes. C'est-à-dire qu'ils définissent déjà la façon dont tu vas pouvoir contourner la loi.
Voilà. Comment tu vas pouvoir gérer l'illégalité pour que ça passe, tu vois? Tu peux pas attendre de la justice qu'elle te sauve, tu vois? Tu peux pas attendre de la justice qui est quelque chose qui est créé par, généralement par les dominants, qu'elle vienne... faut pas avoir de naïveté là-dessus, voilà, c'est sûr. Tu vois? En mai 75, Foucault atterrit à San Francisco. Il s'y rend à l'occasion d'un cycle de conférences à Berkeley. Sur les hauteurs du Castro, célèbre quartier gai de la ville, Foucault découvre l'hédonisme californien. Alors que les premiers signes d'une épidémie que personne ne veut voir s'abattent déjà sur la baie. I think San Francisco is attractive to all people who are particularly those in minorities. People here are celebrating. They're celebrating their liberation, their freedom to come out of the closet and to be gay people unafraid. À Berkeley, ces conférences sont un succès retentissant. So you see, when I am in the States, I look at American TV very often, but it's only to learn English or American. Des milliers de jeunes gens se pressent pour l'écouter et le rencontrer. Certains lui vouent même un véritable culte. Parmi eux, Simeon Wade, jeune professeur de philosophie, se lie d'amitié avec le français. Simeon avait une idée en tête. Avec son compagnon, il embarque Foucault pour un improbable road trip de 2 jours dans la vallée de la mort et initie celui qui est pour lui le plus grand penseur de son temps, à la révolution psychédélique. Comme en témoigne la correspondance qu'il entretiendra avec Simeon, l'expérience californienne marque un tournant majeur pour le philosophe, qui décrit lui-même cet événement comme un des plus importants de sa vie. Actuellement, je vois très bien, il traverse une espèce de crise totale où il met à plat tout ce qu'il sait. Tout récemment, il avait pensé qu'il ne connaissait rien sur le sujet dont il avait parlé. Et la dernière fois que je l'ai vu, j'étais stupéfait, nous étions là avec ma femme, parce que vraiment, il inventait devant nous quelque chose qui sera probablement aussi important que les mots et les choses. Et nous ne savons pas encore ce que c'est, et c'est très très douloureux. Que les gens n'ont de charme que par leur folie. Voilà ce qui est difficile à comprendre. Le vrai charme des gens, c'est le côté où ils perdent un peu les pédales. C'est le côté où ils savent plus très bien où ils en sont. Ça ne veut pas dire qu'ils s'écroulent, au contraire, c'est des gens qui ne s'écroulent pas. Mais si tu ne saisis pas la petite racine ou le petit grain de folie, tu ne peux pas l'aimer. Tu ne peux pas l'aimer. C'est bien le côté où il est complètement quelque part. On est tous un peu déments. Foucault retourne à New York en novembre 1975, accompagné de Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze et Félix Guattari, pour une conférence nommée Schizoculture. La conférence tourne au chaos. Mais la redécouverte de ces enregistrements, quelques années plus tard, fait l'effet d'une bombe outre-Atlantique. C'est le début de la passion américaine pour les déconstructeurs français. Michel Foucault. Foucault. One of the most controversial and enigmatic of contemporary thinkers. Welcome. For Foucault. To Foucault 1313. You know, read Foucault and so on and so forth if you can understand it. Combien d'entre vous savent que le wokisme qui vient des États-Unis, à la base, provient de la France avec la French Theory qui a été exportée aux États-Unis? La pensée de Foucault et de ses proches contemporains a laissé une formidable trace, et nous revient aujourd'hui des États-Unis, où les French Theory ont amorcé l'émergence des théories du genre, les études décoloniales et plus généralement, les pensées sur la déconstruction. De nombreux intellectuels, de Arte Negri jusqu'à Judith Butler, se sont réappropriés ces concepts et sa pensée, comme l'anti-multi-usage pour analyser le présent avec une radicalité nouvelle.
Mais alors que Foucault est de nos jours le philosophe du XXe siècle le plus cité au monde, il est aussi un des plus critiqués. As a scholar, I have total contempt for Foucault. He was a liar and he was a fraud. Cheveux bleus, les Black Lives Matter, du transsexualisme des enfants, etc., etc. C'est la philosophie de la déconstruction. Structuralism and the style of Foucault, you know, a style of cocaine. It's a cocaine style of like it's like very bratty and smart, okay, and facile and slick, okay, and deranged, okay. He pretended to knowledge that he did not have. Je m'en bats les couilles de la théorie. Des mecs aussi brillants que t'es Foucault, t'es Deleuze, t'es Sartre, t'es de Beauvoir et toutes tes merdes, ça n'a aucun intérêt. C'est pour les idiots, c'est comme les coachs en séduction, c'est pour les puceaux, c'est la même chose. Maintenant, quand on parle de sa formidable erreur aussi, entre guillemets... Mais d'abord l'Iran qui, ce matin, a définitivement changé de visage. Il aura donc suffi de 2 jours seulement pour que l'insurrection armée balaie définitivement l'ancien régime. Comment ? Foucault, en même temps, prend parti pour la révolution. Oui, c'est vrai. Je crois que par-delà... Il n'est pas tout à fait étrangère à l'univers carcéral. Par-delà ces errements... À partir de 1978, Foucault se rend plusieurs fois en Iran pour couvrir le soulèvement contre le régime du Shah. L'épisode iranien est un épisode qui a été très commenté à l'époque, mais très commenté encore aujourd'hui. Il s'y improvise reporter pour le compte du journal italien Corriere della Sera. Chez Foucault, il y a une certaine admiration. Il est fasciné par ce grand mouvement populaire. Son regard sur la situation iranienne, c'est qu'effectivement ces masses-là sont un peu victimes de l'impérialisme américain. Donc son anti-impérialisme le conduit vers l'acceptation du phénomène religieux iranien. Qu'il y ait dans ces textes un mélange de lucidité impressionnante et d'aveuglement tout aussi impressionnant me paraît assez clair. Il a fallu que l'ayatollah intervienne personnellement à la radio et menace pour que cessent les saccages, tant il est vrai que lorsqu'on a déclenché des forces populaires aussi violentes que celles qui ont renversé ce qui restait du régime du Shah, il est parfois difficile de les arrêter. Dans l'affaire iranienne, il lui a échappé peut-être l'enchevêtrement. Il y a eu une éruption nouvelle avec cette histoire d'ayatollah, mais en même temps, le mimétisme de la Révolution française est très étrange au milieu de ce coranisme absolu. Foucault a vu que la révolution iranienne n'était pas une révolution sociale sous les atours du religieux. Il n'a pas vu que les islamistes avaient un agenda politique, directement politique. Bien sûr, il y avait la police politique du Shah, mais ce régime du Shah va être remplacé par un régime barbare, religieux, fanatique. Saperlipopède. Foucault dit, bien sûr qu'on ne peut pas préjuger ou annoncer le devenir d'une révolution. Mais on n'a pas de leçons à donner, nous, occidentaux, en matière de révolutions qui ont mal tourné. Ce que Foucault appuie, c'est le soulèvement. Et on ne peut pas nier à des sujets qui prennent en main leur vie et qui dénoncent les conditions épouvantables de leur vie et la négation systématique des droits qui leur sont faits, on ne peut pas nier à ces sujets le droit de se révolter. Une fois, je l'ai rencontré au Collège de France. Je lui ai dit, vous vous êtes trompé? Il m'a regardé, il a dit, peut-être, mais parfois on ne sait pas pourquoi. Partout où nous sommes en quelque sorte opprimés
réprimé, blessé, il faut là se révolter, il faut là opposer à l'exercice du pouvoir le droit à la révolte. La rapidité narrative de l'histoire allait plus vite que lui, d'une certaine façon. Il y a une espèce de course entre lui et ça, qui est très étrange et que je sentais à la fin de sa vie, parce que tout à coup, en effet, il est devenu malade, c'est-à-dire qu'il riait encore plus de lui-même, il toussait en disant que c'était un rire hystérique, et qu'il était retiré du monde, qu'il ne voulait même plus de soupe de légumes, alors qu'il adorait aller chez des amis qui faisaient de la soupe de légumes, parce que lui-même, c'était un excellent cuisinier, ne faisait pas quand même le geste d'éplucher des poireaux. Alors, il fallait donc à un moment qu'il soit retiré du monde. Et là, il y a une espèce de moment tragique qu'on sentait chez ses amis, sans pouvoir très bien savoir ce qui arrivait derrière ce décor. Alors vous qui le connaissiez très bien, Jean-Noël, est-ce que vous saviez qu'il était gravement malade? Parce que c'était la stupéfaction pour... Ses amis le savaient depuis, disons, 2 mois. Ah oui. Oui, pas plus. Le philosophe Michel Foucault, mort lundi dernier à Paris, a été enterré aujourd'hui dans sa région natale, à Vendreuve du Poitou, dans la Vienne. Mais ce matin à Paris, des centaines d'amis de Michel Foucault ont assisté à la levée du corps dans la petite cour du dépositoire de l'hôpital de la Salpêtrière. C'était une impression assez épouvantable parce que quand il se plaignait justement de ces petits malaises plusieurs mois auparavant, j'avais dit « j'espère que ce n'est pas le sien ». Je l'apprends sur l'acte de décès et le médecin me dit « rassurez-vous, ce sera effacé, il n'en restera pas trace ». Le fait que Foucault soit mort du sida, oui. vous en doutiez pas? Nous en avions parlé ensemble 1 an auparavant, enfin en décembre 83. Mais du fait que les premiers symptômes qu'il avait été colmatés par le Bactrim, enfin par un antibiotique, ça lui avait lui-même rassuré en disant mais c'est pas ça, puisque c'est une maladie mortelle, et il a quand même pu assurer cours au Collège de France, finir 2 livres, tout ça. Alors, dans les dernières semaines, l'hypothèse est revenue, bien sûr, mais on n'a même pas eu le temps d'en discuter. Son état s'est détérioré en 3 semaines. Il y avait aussi des gens atteints du sida autour de vous. Il y avait aussi... j'ai été témoin donc de la mort de Michel Foucault. C'est ça, alors on le reconnaît, vous l'appelez Musil dans votre livre, mais évidemment on reconnaît tout de suite Michel Foucault. Vous dites par exemple là, je pris longuement sa main comme il m'était parfois arrivé de le faire dans son appartement. Puis j'appliquais mes lèvres sur la main pour le baiser. En rentrant chez moi, je savonnais ses lèvres avec honte et soulagement comme si elles avaient été contaminées. J'étais tellement heureux et soulagé. C'est terrible d'écrire ça. Oui, c'est terrible. Est-ce que vous aviez le droit de raconter l'agonie et la mort de Michel Foucault, qui était votre ami? Je crois que, je ne sais pas si j'avais le droit ou pas, je crois que de toute façon, cette mort, cette agonie n'appartient à personne. En fait, c'est mon propre destin et c'est ma propre mort que je suis en train de... En racontant la mort de Foucault, vous racontez votre propre mort. L'auteur du protocole compassionnel et de « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie » est mort hier à l'âge de 36 ans. Hervé Guibert a tenu la chronique au fil de ses derniers livres de sa maladie. Hervé Guibert, photographe, écrivain, a contribué à expliquer, à dédramatiser en partie cette maladie. Bref, il a dit « Le virus du sida contamine 5 à 10 millions d'habitants de la planète. Il frappe désormais les femmes et les enfants. Il est sorti du ghetto des homosexuels et toxicomanes et devient le mal du siècle. » C'était quand même la période où on mettait des pastilles rouges sur la porte de la chambre. Les plateaux repas qu'on n'osait pas venir récupérer dans les chambres. Les draps en papier pour les jeter et ne pas avoir à les donner à la lingerie. Enfin, il y avait toute une stigmatisation qu'on n'imagine plus. Docteur Fischbacher, vous venez de proposer dans le bulletin des médecins suisses
de tatouer les séropositifs. Alors je crois que ça nécessite quelques brèves explications. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots? Le ton est donné. Avant même l'ouverture de la conférence, la communauté homosexuelle semble bien décidée à se faire entendre et a prévu de manifester chaque jour sur un... La vingtaine de manifestants se couchent devant l'entrée de la rue qui conduit au domicile privé du président de la République. Comme tous les vendredis, qui a droit ce soir à notre tableau d'honneur de la semaine? Au lendemain de l'annonce par le ministre de la Santé d'un plan de lutte contre le sida qui renforce les moyens de la recherche, des soins et de la prévention, à l'honneur ce soir, Daniel Defer. Daniel Defer, bonsoir. Vous êtes le président de l'association AIDE. Créée en 1984, AIDE a été la première association en France à se mobiliser contre le sida. Vous savez, toutes les associations ont la même origine. Vous avez un individu qui a été confronté à un drame et des institutions qui ne permettaient pas d'y répondre. Je pensais qu'il y avait un vrai enjeu et que par rapport à lui, à son œuvre, à sa mémoire, je ne pouvais pas laisser les choses dans le silence. Et je voulais justement montrer qu'au moment où les gens avaient peur de cette maladie, on pouvait se porter au-devant, volontaire. Est-ce que vous croyez que vraiment nous sommes à la charnière de deux mondes qui ne se ressembleront pas du tout? Bien, je suis assez optimiste pour penser qu'en effet, nous sommes à la charnière de deux mondes qui ne se ressembleront pas. Mais comme je suis tout de même un peu sceptique, comme je suis un peu historien aussi, je pense que nous ne sommes qu'au tout début du processus. Nous en sommes au premier craquement. Rien encore des grands bouleversements essentiels n'est entamé. Nous sommes, si vous voulez, au tout début de la chute de l'Empire romain. Mais croyez-vous que tout ça va se produire dans une sorte de catastrophe à l'échelle de la planète, ou si ça peut se produire d'une façon, disons, un peu plus évolutive? Si vous voulez dire que ce sera d'une manière pacifique, je ne pense pas. Ce n'est pas lorsque 51% des gens auront voté contre le régime capitaliste que pour ça, le régime capitaliste cédera poliment la place, se lèvera de son siège, saluera et tendra les bras de son fauteuil au régime suivant. La France nous appartient. Avant que toutes les structures soient renversées, avant que le pouvoir n'ait été effectivement repris par d'autres, il faudra encore, vraisemblablement, des luttes, et des luttes fort nombreuses. « 40 ans après sa mort, Foucault fascine toujours autant qu'il divise. Il laisse derrière lui une pensée révolutionnaire bien qu'inachevée, qu'il nous invitait à voir comme un manuel pratique tourné vers le combat et l'action. On nous dit que cette idéologie cancel qui vient des campus américains serait issue de la French Theory. Vous avez la cancel culture, le wokisme et tout un toit. Et le pape de la French Theory, selon ces Américains de campus, là, féministes d'ailleurs, c'est Michel Foucault. Voilà. Je pense en effet que le rôle d'un philosophe, c'est de déranger. Foucault fait l'éloge des transsexuels, des homosexuels. Mais on ne dérange jamais assez, enfin, en tout cas. Des schizophrènes, des fous. J'ai conscience d'avoir dérangé bien peu et bien moins que je n'aurais voulu. Il ne lui restait plus qu'à métastaser pour corrompre en profondeur la culture occidentale, et c'est malheureusement ce qui est arrivé.